Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit M. Alpha Bayla Gueye. Il est le directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Il est également le candidat du Parti socialiste dans la commune de Sacré-Cœur-Mermoz. Bonsoir, M. Gueye. Bonsoir, Mme Diallo. Alors, avant d'entamer le volet politique, nous allons quand même parler de l'OFOR. L'OFOR, qu'est-ce que l'OFOR a fait dans le monde rural pour permettre à ces localités du pays d'être bien approvisionnées en eau potable? Alors, je vous remercie infiniment pour votre invitation et en profitons également pour saluer l'ensemble de vos téléspectateurs, saluer également les habitants de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Oui. Alors, ce que l'OFOR a beaucoup fait. Oui. Alors, l'OFOR a été créé en 2014 sur la base d'une réforme qui a été engagée par l'État et pour un peu gérer les infrastructures hydrauliques en milieu rural. Alors, depuis cette période, beaucoup d'efforts ont été faits, des efforts conséquents en termes d'investissement, en termes de renouvellement des infrastructures de production notamment. Et c'est vrai que nous avons constaté beaucoup de difficultés dans le monde rural parce que, vous le savez très bien, l'hydraulique urbaine est à son 10e avenant. Ça veut dire qu'elle a pu acquérir dans le temps, par rapport au contrat de base, beaucoup de réajustements, d'améliorations. Oui. Donc pour l'hydraulique rurale, c'est quelque chose de très nouveau. Oui. Donc l'État est en train de travailler à professionnaliser le secteur de l'eau en milieu rural et c'est ce qui a occasionné l'avènement de l'OFOR. Au moment où je vous parle, nous avons un portefeuille de 56 milliards qui est en mouvement sur l'étendue du territoire et qui est d'ailleurs finissant. Nous avons aussi aujourd'hui d'autres projets qui sont en train de renforcer notre portefeuille de projets, notamment je pense au projet de la BAD. Donc l'OFOR a beaucoup fait, notamment au plan technique. Maintenant, il est établi que nous avons beaucoup de difficultés. Avant de venir sur les difficultés, en termes infrastructurels, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Aujourd'hui, nous avons en charge à peu près 2150 forages sur l'étendue du territoire. Alors, dont à peu près une cinquantaine d'UPT, d'unités de potabilisation. Alors, il y a eu beaucoup d'exemples. Vous avez en charge, c'est-à-dire que vous avez créé 2500 Non, c'est-à-dire le parc a évolué par le temps. Le parc a évolué entre, je pense, 2012 et maintenant, ce qui est une année de référence. Il y a eu quand même quelques centaines de forages qui ont été réalisés par l'OFOR. Donc, soit des investissements nouveaux ou soit des réhabilitations de forages. Donc il y a des forages qui ont été chemisés, d'autres qui ont été créés, de nouveaux forages. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur le système d'une manière globale. Parce qu'il n'y a pas que le forage. Le forage, il y a 2150 unités, mais qui sont structurées autour de systèmes d'adduction en eau potable. C'est-à-dire, nous avons, à part le forage, nous avons le château d'eau et également il y a la desserte. Donc ça veut dire que c'est un ensemble. Et l'OFOR a beaucoup travaillé. L'État du Sénégal, d'une manière générale, a beaucoup investi dans le milieu rural en termes d'infrastructures hydrauliques. Alors, mais quand on entend quand même les populations du monde rural parler, on a comme l'impression que rien n'a été fait. On a comme l'impression qu'il en redemande encore, qu'elle en redemande encore. Mais c'est vrai, je le disais tantôt, c'est vrai que quelque chose s'est passé, c'est qu'entre-temps, l'État a pris l'option de passer vers une professionnalisation en fait, de l'eau, de la gestion de l'eau en milieu rural. Et c'est ce qui fait qu'en certaines parties du pays, vous sentez un peu de résistance. Ce qui est normal parce que nous avons une culture autour du forage qui est vieille, de plus de 50 ans, qui était gérée par des organisations indépendantes, soit autour des comités ou autour des ASUFOR. Et aujourd'hui, l'option prise par l'État, en fait, de compartimenter d'abord le territoire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 8 zones. Donc, les 4 ont été affermées. Notamment, il y a la zone de Tamba qui a été confiée à la SOGES, la zone de Thiès-Diourbel qui a été confiée à Aquatec, la zone de Kaffrine Kaolack qui a été confiée à la Flexo et la zone du NDP, donc le Noto Josmon Palmarin et le Gorom Lansar qui a été confié à la CO. Alors aujourd'hui, à ce jour, on est à un taux d'incorporation des infrastructures pour l'exploitation
de 56% à peu près. Oui. Donc ce n'est pas mal, on est au-dessus de la moyenne. Oui. Maintenant, il y a des secteurs où on a des difficultés, des zones. Quels sont ces secteurs? Donc c'est notamment la zone de Thiès-Diourbel ou Officie Aquatec, qui a un taux d'incorporation qui est en deçà de la moyenne du secteur, à 40%. Alors c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'État a demandé une évaluation de la réforme. Cette évaluation, elle est sortie, elle a été validée. Et cette évaluation a sorti des constats. Le premier constat, d'abord, c'est sur la pertinence de la réforme. On a interrogé les acteurs centraux, les acteurs régionaux, les partenaires techniques, les acteurs sectoriels, les ASUFOR et les comités de gestion. Globalement, les gens estiment que la réforme, elle est pertinente. Oui, mais parmi quand même vos partenaires que vous venez de citer, on entend souvent dans quelques parties du pays, les populations décrier la gestion de Aquatec, par exemple. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on a une histoire déjà autour de ces forages qui étaient gérés par des ASUFOR. Aujourd'hui, le sentiment qu'ils ont, c'est qu'on va les dessaisir de ces installations parce que vous savez qu'il y avait des intérêts qui étaient en jeu, etc. Parce que c'est eux-mêmes qui géraient et qui vendaient l'eau aux populations. Donc, ce qu'on a compris, en tout cas à travers tout ça, c'est que les populations souhaitent beaucoup plus d'implication dans la gestion de l'eau en milieu rural. Et sur ça, la réforme a mis en évidence un certain nombre de recommandations. Nous allons aller vers une nouvelle étape sur une nouvelle refonte en fait de la structure, en tout cas du capital de certains délégataires, dont Aquatec. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur de recevoir le président directeur général la semaine dernière pour qu'on puisse retravailler sur une nouvelle forme d'organisation qui impliquerait d'abord l'État et également les collectivités territoriales qui sont traversées par la réforme. Parce qu'il se pose un problème d'acceptabilité. Les populations ne comprennent pas en quoi on devrait confier des infrastructures qui ont toujours géré, qu'elles ont toujours gérées, à des privés qui ont beaucoup plus des objectifs de rentabilité. Absolument. Donc on est en train aujourd'hui de revoir tout ça. C'est la facturation qui coûte cher, par exemple. Bon, la facturation, c'est une partie. C'est une partie, parce que sur les constats liés sur la réforme, sur l'évaluation de la réforme, il y avait d'abord la pertinence. Ensuite, il y avait aussi d'autres indicateurs sur la gestion du service de l'eau. Par exemple, sur la gestion du service de l'eau, il est clairement établi que globalement, la production, elle est satisfaisante. Maintenant, on a des problèmes de qualité, on a des problèmes sur le coût de la facturation, et c'est pourquoi l'État favorise les branchements sociaux. À ce jour, on a à peu près commandé à peu près à travers les délégataires à peu près 75 000 compteurs qui sont cédés aux populations, moyennant un coût de branchement de 5 000 qui constitue une avance sur la consommation, alors que dans la normalité, le coût en fait du branchement est de 75 000. Donc l'État est conscient de ça. On est en train de structurer dans nos programmes que nous avons en mouvement beaucoup en fait de branchements sociaux au profit, au bénéfice des populations. Mais par rapport à la qualité, il était prévu que vous ayez votre propre laboratoire. Où est-ce que vous en êtes? Effectivement. En fait, le laboratoire va suivre la construction du siège, mais n'empêche aujourd'hui, nous faisons des contre-expertise sur la qualité de l'eau parce que c'est une exigence dans le cadre des contrats de DSP avec les délégataires. Nous avons des difficultés dans certaines zones, notamment la zone de Kaolack et la zone de Kaffrine, qui confirment la mauvaise qualité de la ressource en tant que telle, en l'absence d'unité de potabilisation. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'OFOR, on a pris une nouvelle orientation. C'est qu'aujourd'hui, tous nos projets sont structurés avec une unité, en fait, de qualité de l'eau. C'est-à-dire, c'est le cas, par exemple, dans la zone du socle à Tamba, où vous avez vu qu'on est parti avec carrément des unités de potabilisation en même temps que les infrastructures de base. Donc, je pense que cette réforme-là, elle est pertinente, elle est bonne. Maintenant, il ne faut pas être pressé parce qu'on ne peut pas prendre appui sur une histoire aussi forte de plus de 50 ans et vouloir changer les choses du jour au lendemain. Donc il n'y a pas une durée bien déterminée pour que le monde rural puisse enfin bénéficier totalement à 100% de l'eau potable. Moi, je considère même que, parce que on est à notre première génération de contrats sur 10 ans. Je considère même que les 10 ans, c'était trop peu pour des investissements de cette envergure. Alors, ce que je pense réellement, c'est que on est à la limite dans une phase d'expérimentation.
Donc, parce que c'est nouveau. Oui. Les gens viennent à peine de découvrir. C'est contraire à l'hydraulique urbaine où on a une culture urbaine qui est établie. Tout le monde ici sait qu'à Dakar, si vous ne payez pas, on vous coupe. Ce n'est pas le cas dans le monde rural. Oui. Donc il faut beaucoup plus d'habileté dans le monde rural pour d'abord relancer la négociation avec les organisations qui aujourd'hui ont les forages et qui doivent encourager aussi la réforme, faire une réforme carrément du système d'organisation pour que tout le monde soit à l'aise, que les gens puissent s'épanouir. Et je suis heureux de vous dire aujourd'hui que lors de la rencontre avec les dirigeants d'Aquatech, on va vers cette forme d'organisation. On a été voir le Fonds 6 qui va prendre une participation dans la société probablement, et nous sommes en train de voir, en prenant appui sur la loi SPECPA, est-ce que nous aurons en fait la possibilité d'intéresser les collectivités territoriales qui sont traversées par la réforme pour que cette réforme soit beaucoup plus inclusive et mieux partagée par les populations. Oui. En attendant, nous allons aborder le volet politique. Je disais tantôt que vous êtes investi par le Parti socialiste, Parti socialiste qui est membre de Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez fait dans la dissidence au niveau de la commune Sacré-Cœur-Mermoz? Je ne considère pas comme une dissidence. On parle de liste parallèle. Notre liste est aussi digne que la liste de Benno Bokk Yakaar. Ce qui s'est passé est simple. C'est-à-dire que nous sommes dans un parti qui est organisé. Nous avons été encadrés par une lettre circulaire qui a dit clairement que l'option 1, c'est Benno Bokk Yakaar. Et que si vous ne tombez pas d'accord, vous avez une seconde option, c'est de partir sous la bannière du Parti socialiste. Et c'est ce que nous avons fait. Ce que refute la lettre circulaire, c'est de pactiser avec l'opposition. Et nous n'avons pas pactisé avec l'opposition. Donc nous allons partir sous la bannière du PS. Mais je ne veux pas revenir sur ce qui a occasionné tout ça, parce que moi je considère que c'est derrière nous. Et la politique, c'est un fait majoritaire. Et c'est une question de dynamique. Et à mon humble avis, tous les observateurs avertis dans la commune savaient pertinemment que le Parti socialiste incarnait la dynamique aujourd'hui de changement dans la commune. Oui, sauf que le président a dit qu'il n'avait pas autorisé toutes les listes. On ne peut pas être dans une coalition et ne pas se ranger derrière ce que dit le président de la coalition. L'acte que nous l'avons posé, c'était en réponse à l'acte posé par nos compagnons de Benno Bokk Yakaar dans la commune. Parce qu'ils se sont organisés, ils ont planifié un vote avec des critères que je n'ai pas... Que vous n'avez pas rempli. Non, je n'ai même pas vu les critères. C'est-à-dire qu'on ne peut pas évaluer quelqu'un, par exemple, sur son programme alors qu'il ne l'a pas présenté. On ne peut pas évaluer quelqu'un sur son cursus. J'ai fréquenté pour la première fois le Parti socialiste, j'avais 16 ans. Depuis, j'ai renouvelé mon engagement militant dans le parti, qui m'a valu d'être conseiller municipal en 2009 et en 2014. Je suis le coordonnateur des cadres du parti, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, des cadres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc vous savez que j'ai du vécu politique. Maintenant, je ne suis pas formaté comme les autres. Moi, le bavardage médiatique, ça ne m'intéresse pas. Donc si on établit des critères, il faut que ce soit des critères qui soient partagés avec les partis d'abord. On a parlé d'une charte, je n'ai même pas vu la charte. Donc comment on peut voter sur cette base? Donc ça veut dire que c'était une organisation, c'était une opération planifiée qui visait à disqualifier le candidat du Parti socialiste que j'étais, parce que j'ai été dûment mandaté et avec une résolution qui a été transmise à qui de droit. Maintenant, je pense que c'est ça la politique. La politique, ça va avec des fois des choses comme ça. Nous, ce qui est constant aujourd'hui... Ça ne pourrait pas fragiliser quand même Benno Bokk Yakaar au niveau de cette commune de Sacré-Cœur-Mermoz? Il faut rappeler que Benno a choisi Zator Mbaye. Pourquoi vous n'avez pas voulu vous ranger derrière Zator Mbaye? Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune notification que c'est lui le candidat de Benno. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors que je suis le coordonnateur des cadres du Parti socialiste et le coordonnateur des cadres de Benno Bokk Yakaar. Alors, donc, moi je l'ai appris sur Facebook comme tout le monde et je pense que
peut-être si le président a pris cette décision, il a dû prendre appui sur ce qui a été fait et que nous condamnons. Donc la politique, c'est un exercice de responsabilité aussi. Nous avons pris nos responsabilités sans pour autant être dans une posture... Cela ne va pas fragiliser Benno au profit de l'opposition peut-être. Vous savez, on sera obligé de nous compter. Nous aujourd'hui, nous sommes confiants. Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur le terrain. On a serré la main à des maximum des milliers de personnes. Donc notre discours passe. Les gens apprécient non seulement notre discours, mais ils apprécient aussi notre approche et notre simplicité. Et je pense que les populations sont les meilleurs baromètres en matière d'élection. Donc je crois qu'il y a eu une opération qui a été menée, que nous n'avons pas appréciée du tout, mais nous sommes des hommes de conviction et des hommes de valeurs et de principes, et il y a des choses, c'est inacceptable au Parti socialiste. Oui. Alors, aujourd'hui, vous avez comme adversaire Zator Mbaye, qui est de Benno, le Parti socialiste est de Benno. Vous avez également Barthélémy Diaz, qui a été également investi, il est candidat à sa propre succession, en même temps pour la ville de Dakar également. Vous avez quand même de gros calibres à abattre. Peut-être ça va rendre la victoire encore beaucoup plus belle. Vous savez, nous avons été éduqués pour travailler dur et travailler dans le silence et dans l'efficacité. Cette suffocation médiatique qu'on a par moment, qui est insupportable d'ailleurs, nous, on ne s'inscrit pas dans cette dynamique. Ce qui nous engage, c'est ce qu'on dit et c'est ce qu'on fait, mais pas ce que les autres souhaiteraient qu'on dise. Et quels sont ceux qui font de la surmédiatisation? Bon, vous les connaissez tous. Je vois que... Vous pouvez nous le rappeler? Non, c'est pas la peine de personnaliser. Vous parlez de Barthélémy Diaz ou de Zator Mbaye? Non, je considère simplement que les populations de Mermoz Sacré-Cœur qui nous regardent aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à l'opinion, ce que l'opinion en fait dégage, ce n'est pas ce qui est sur les forces en présence au niveau de la commune. Et je vous assure, madame, vous serez surpris au soir du 23 janvier. Oui, mais quel est votre projet de société aujourd'hui pour pouvoir quand même amener les populations de Sacré-Cœur-Mermoz à voter pour Alpha Bayla Gueye? Vous savez, lorsque vous parlez, on vous prend vos idées. Mais comme ils ne les ont pas conçues, je suis sûr qu'ils ne pourront pas les mettre en œuvre. Vous avez quelques brides de votre projet de société locale. Nous avons pris appui sur les compétences décentralisées pour travailler à fond sur ces dossiers. Et comme c'est une méthode socialiste d'aller voir les gens et de discuter avec eux, nous avons collecté le maximum d'intrants. Je vous donne un exemple simple sur l'éducation. Nous allons démarrer par le bas, parce que nous considérons avec ceux qui sont avec moi que le leadership, il démarre d'abord à la maternelle. Nous allons mettre toutes les dispositions pour que tous les enfants de la commune puissent fréquenter les maternelles. Et je ne parle pas des maternelles vraiment de bonnes écoles maternelles. Ça, par exemple, je crois que c'est une grosse mesure, parce que nous considérons que si nous voulons structurer l'intelligence des enfants, il faut le faire dès le bas âge. Donc ça, par exemple, c'est une innovation de taille. Et sur tout le cursus scolaire, nous avons mis en place une batterie de mesures. Par exemple, pour la seconde, où on a prévu de faire une rencontre annuelle entre les professionnels de la commune, c'est-à-dire que les parents de l'élève qui sont dans des fonctions directionnelles, avec les jeunes de la seconde, pour les apprêter et pour leur ouvrir les voies. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce que nous constatons dans la commune, c'est que même les enfants qui ont le bac, jusqu'à présent, ne savent pas quoi faire. Donc nous pensons qu'ils doivent profiter de l'expérience et de l'expertise des anciens, parce que ceux qui ont fait ce pays-là sont dans la commune, de leurs propres mains, sont dans la commune. Nous allons les associer à ça, les convoquer dans une école avec les élèves de seconde pour que les gens puissent demander, poser des questions. Qu'est-ce que c'est que la banque? Qu'est-ce que c'est que la médecine? Qu'est-ce que c'est que le pilotage d'un avion? Pour apprêter nos jeunes, pour que déjà à ce stade-là, qu'ils sachent où est-ce qu'ils doivent aller. Je trouve que c'est très important dessus. Maintenant, il y a des opérations classiques d'appui aux écoles, etc. Nous allons essayer aussi de restructurer la carte scolaire. Nous avons une idée précise là-dessus pour faire une grande école d'excellence dans la commune, à l'image de ce que mon grand frère Alioune Ndoye a fait au plateau. Et je pense qu'il est possible de le faire. C'est comme si Barthélémy n'avait rien fait sur les 10 ans ou 12 ans. Il a fait ce qu'il a pu en 12 ans. Moi, je le dis, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, parce que je considère que c'est quelqu'un de bonne foi. Alors, et je dois à la vérité de rappeler que la première convention tripartite entre une commune, une institution financière
et c'est Barthélemy qui l'a fait signer avec le CMS au tout début. On n'a pas pu avancer là-dessus, malheureusement, parce que l'État étant un débiteur solvable, on n'a pas pu décaisser le dépôt. Donc je considère qu'il a fait ce qu'il a pu. Alors maintenant, c'est aux populations d'apprécier son bilan. Moi, j'ai une opinion dessus. Je considère qu'il a fait, en tout cas, ce qu'il a pu. On aurait pu mieux faire, bien évidemment. Lui-même, il l'a reconnu. Et je crois qu'il faut changer d'échelle de gouvernance parce qu'il s'agit de ça. Mais est-ce que si vous vous êtes présenté aujourd'hui à la mairie, c'est parce que vous avez une dent contre Barthélémy Diaz? Il paraît que vos chemins se sont séparés lors du référendum de 2016 parce que vous avez voulu voter oui. Lui, il n'a pas accepté au point qu'il vous a même démis de vos fonctions au niveau de la mairie. Je pense que vous gériez le département des finances. Non, je n'ai jamais pris une responsabilité dans la mairie. Vous savez, moi, je suis banquier depuis 19 ans. J'ai commencé ma carrière à la Bank of Africa où j'ai été directeur dans 3 départements différents. Vous n'avez pas de responsabilité? Je n'ai jamais pris de responsabilité. Vous avez eu quand même des problèmes avec lui? Non. Les problèmes que nous avons eus, c'est des problèmes d'orientation. Parce que nous considérions que les points référendaires étaient des points d'évolution démocratique. Eux, ils n'ont pas accepté. Et c'est là où c'est là où on a commencé à avoir des difficultés. Bon, ceci étant, nous avons d'excellents rapports. Il faut rappeler que vous étiez aussi dans Taxawu Dakar. Oui, on était dans Taxawu Dakar parce que c'était la dynamique de Dakar et qui était soutenue par le parti d'ailleurs. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que monsieur le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng avait même fait, en fait, campagne avec nous à Dakar. Absolument. Donc c'était une option du parti avec eux. Et je crois qu'on avait gagné Dakar, mais après nos chemins se sont croisés. Je continue à croire, madame, que ce que le Parti socialiste a fait avec Macky Sall, si c'était à refaire, c'est ça qu'il fallait faire. Parce que je pense que la stabilité du pays n'a pas de prix. Le président Macky Sall a été un président très combatif lors de son premier mandat. Il continue à le faire. Je pense que nous devons l'accompagner, en tout cas jusqu'au bout, parce que le respect de la parole donnée, c'est de faire ce que l'on dit et de l'assumer. Mais est-ce qu'à la fin, vous ne risquez pas d'avoir des problèmes parce que le Parti socialiste, quand même, n'a pas suivi les directives de Macky Sall? Quand même, vous avez eu à faire quelques investitures ça et là par rapport sur des listes parallèles. Est-ce que à l'issue de ces élections, il ne risque pas de... Vous savez, comme je vous l'ai dit tantôt, la vie est un exercice de responsabilité. Nous, je pense que nous avons pris le bon choix d'y aller sous la bannière du Parti socialiste. Et nous estimons que ça ne devrait pas compromettre d'une manière globale l'équilibre de la coalition. Il y a d'autres urgences qui nous attendent. Il y a des élections qui arrivent pour les législatives. Il y a la présidentielle qui arrive. Nous aussi, au niveau du Parti, nous devons nous apprêter. Parce que nous avons aussi des ambitions et nos ambitions restent intactes. Alors, pour 2024? Oui, pour 2024, bien sûr. Vous aurez un candidat en 2024? Nous l'espérons, nous le souhaitons. Mais maintenant, ce sera discuté comme dans notre tradition de parti, à l'intérieur des instances du parti pour prendre la meilleure décision. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Alpha Bayla Gueye. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'OFOR, également candidat du Parti socialiste dans la commune de Sacré-Cœur-Mermoz. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.